Bonjour et bienvenue dans ce Coronavicours numéro 9. Et pour nous préparer tous à une éventuelle reprise, comme on va peut-être bientôt en avoir l'annonce, j'ai décidé de vous montrer dans quelles conditions on a repris déjà avec les collégiens. Alors voilà, aujourd'hui comme prévu on va faire une correction d'exercice. Parle plus fort, on n'entend rien. Ah non mais toi je t'ai pas dit. Ah c'est plus possible, tu peux plus intervenir. T'es trop proche de la caméra, hein. Donc t'es viré. Mais j'ai un masque. Ah non mais ça suffit pas. Non seulement en classe tout le monde est masqué, mais en plus il y a 1 mètre de distance entre chaque table. Donc forcément il rentre que la moitié des effectifs dans chaque salle. L'un de nous deux doit rester chez soi, et ce sera pas moi. Alors, commençons sans plus attendre avec... Attendez, j'ai le nez qui gratte. Merde. Excusez-moi. Ah, mais ça regrette. Bon, exo sur la synthèse. Commençons cette série d'exercices sur les secrets des synthèses organiques avec l'exercice numéro 8, page 180, qui nous propose de légender des schémas. Premier schéma proposé ici, donc, vous l'avez sous les yeux, vous l'avez aussi dans le livre. Nous avons en A le papier filtre, en B l'entonnoir Büchner, en C la flèche pointe une pince du dispositif de fixation, et en D, on dirait un Erlenmeyer, mais on appelle ça la fiole à vide, puisque c'est connecté à une trompe à eau, comme vous pouvez le voir sur la droite, et donc ça permet une aspiration qui permet à la filtration sous vide d'être plus rapide qu'une filtration classique. Schéma suivant, le schéma B. En tête de colonne, nous avons en A un thermomètre. En dessous, c'est un réfrigérant droit. Et à son extrémité, nous avons une éprouvette sur un support élévateur, comme vous pouvez le voir. Comme dans tout réfrigérant, je vous ai mis des petites flèches. On fait rentrer l'eau par le bas et on la fait ressortir par le haut. En dessous, en C, c'est la colonne de Vigreux, ou colonne Vigreux. En D, un ballon à fond rond. J'ai précisé parce qu'il existe aussi des ballons à fond plat. On peut les poser sur les tables, par exemple. Et en dessous, un chauffe-ballon. Alors là, vous voyez le chauffe-ballon en coupe, pour vous montrer que, en fait, le fond du chauffe-ballon épouse parfaitement le ballon. Ce dispositif permet de réaliser une distillation fractionnée, qui est une technique de purification. Je rappelle rapidement son principe. On chauffe dans le ballon un mélange homogène liquide. Au fur et à mesure qu'on chauffe et que la température augmente, l'espèce la plus volatile du mélange va se vaporiser, passer dans la colonne et éventuellement se liquéfier pour retomber. Mais au fur et à mesure que la température augmente, les vapeurs vont aller de plus en plus haut jusqu'à atteindre la tête de colonne. Et bien sûr, la première espèce qui atteint la tête de colonne, c'est l'espèce dont la température d'ébullition est la plus basse. Et là où c'est bien fait, grâce au petit picot que vous avez à l'intérieur de la colonne Vigreux, c'est que tant que toute cette espèce-là ne s'est pas totalement liquéfiée pour se retrouver dans l'éprouvette, non seulement la température en tête de colonne, comme il s'agit de corps purs, ne va pas changer, donc on va pouvoir contrôler ça, mais en plus, on n'a aucune chance que les autres espèces atteignent la même hauteur pour aller jusqu'au réfrigérant droit. Donc en surveillant le thermomètre, on peut récupérer à tour de rôle les différentes espèces du mélange liquide homogène. Les 2 exercices suivants nous proposent d'étudier des protocoles expérimentaux pour identifier les différentes étapes de ces protocoles. Les 4 étapes à identifier sont inscrites sur l'ardoise. On a l'étape de transformation des réactifs, l'étape d'isolement du produit, l'étape de purification du produit et l'étape d'analyse du produit. Dans cette synthèse du cyclohexanol, l'étape de transformation des réactifs est ici une réduction de la cyclohexanone
qui se passe dans un ballon. On ne précise pas ici quel montage on utilise. L'étape d'isolement du produit est ici une extraction liquide-liquide, puisqu'on utilise une ampoule à décanter et un solvant extracteur, qui est l'éther. On peut aussi considérer que le lavage et le séchage sont des étapes d'isolement, puisqu'au fur et à mesure qu'on lave ou qu'on sèche, on élimine des espèces indésirables du mélange. Mais si vous considérez ça comme une étape de purification, ce n'est pas complètement faux non plus. L'étape de purification à proprement parler ici, c'est une distillation fractionnée. Le principe a été expliqué juste avant. Alors l'étape d'analyse du produit, il n'y en a pas vraiment. On peut bien sûr vérifier la température d'ébullition en tête de colonne, et de toute façon, à partir du moment où on a un palier de température, c'est-à-dire que la température ne varie pas le temps d'une évaporation, c'est que ce qu'on récupère est pur. A priori, donc, si on utilise une distillation fractionnée, c'est que le produit est liquide. En guise d'analyse, on peut très bien faire une chromatographie sur couche mince ou une spectroscopie infrarouge. Ces deux techniques sont possibles. Exemple suivant, la synthèse d'une cour marine. L'étape de transformation des réactifs ici se passe avec le dispositif de chauffage à reflux. La réaction se passe toujours dans un ballon, mais le montage sera précisé un petit peu plus tard. Pour isoler le produit ici, on utilise une filtration sous vide, donc à l'aide d'un entonnoir Büchner, et on a aussi une étape de séchage. Ensuite, si on regarde le protocole, on passe directement à la mesure de la température de fusion. Donc à part si on considère le séchage comme une étape de purification, il n'y en a pas vraiment. La mesure de la température de fusion, qui se fait à l'aide d'un bancofleur, est une technique d'analyse du produit, et pour son principe, on l'a vu dans la vidéo précédente. À la question 2, on nous demande ce qu'on aurait pu faire en plus pour améliorer la pureté du produit synthétisé. Je propose donc, comme notre produit est solide, vu qu'on utilise le bancofleur, une recristallisation. Là aussi, le principe a déjà été expliqué et sera réexpliqué dans un exercice suivant. Refaisons un point sur la CCM, ou chromatographie sur couche mince. L'exercice numéro 11, page 180, est illustré par un chromatogramme qu'on va analyser ensemble. Premièrement, on veut vérifier si la synthèse a permis de former de l'eugénol. Le produit obtenu a été déposé en B, en A on a déposé de l'eugénol commercial, et on peut en conclure qu'il y a bien de l'eugénol qui a été formé, car on observe donc à la verticale du dépôt du produit, une tâche qui est alignée horizontalement avec celle de l'eugénol commercial, donc celle qui est à la verticale de l'encoche A. Ces deux tâches alignées horizontalement ont donc le même rapport frontal, elles correspondent à la même espèce, l'eugénol ici. Est-ce que le composé obtenu est pur? Alors pour qu'il soit considéré comme pur, il faudrait qu'il n'y ait qu'une seule tâche à la verticale de notre dépôt. Ici, le produit a été séparé en deux tâches, lors de l'étape qu'on appelle l'élution, c'est-à-dire lorsque l'éluant est progressivement absorbé par la phase fixe, c'est-à-dire la plaque de chromatographie, qui est une plaque de silice, on en déduit que c'est ici un mélange qu'on a de deux espèces chimiques qui apparaissent sur le chromatogramme, la deuxième étant soit un autre produit formé, soit un réactif qui n'aurait pas totalement réagi. Exercice numéro 12 qui nous permet de revoir des notions qu'on a déjà vues au chapitre précédent. On va faire un petit peu de spectroscopie infrarouge. On indique dans l'énoncé qu'on a oxydé de l'éthanol dans le but d'obtenir de l'éthanal. Alors, est-ce que cette synthèse a été une réussite? Ici, on peut le voir clairement. On observe un pic d'absorption, c'est-à-dire une bande fine et très intense entre 1600 et 1800 cm-1, qui correspond, je vous le rappelle, au nombre d'ondes. Si on regarde dans les tables, eh bien, ce pic-là correspond au groupe carbonyle qui est en vibration, c'est double liaison O. Comme il y a apparition de ce groupe caractéristique à partir de l'éthanol, il n'y a pas énormément de choix, on a sûrement synthétisé de l'éthanal, puisque le groupe carbonyle est caractéristique, entre autres, d'une molécule de la famille des aldéhydes. Est-ce qu'il reste de l'éthanol maintenant? Eh bien, s'il en restait, on verrait apparaître une bande caractéristique du groupe hydroxyle, le groupe OH. Cette bande-là se voit assez bien, puisque c'est une bande large centrée sur 3300 cm-1. Ça fait une grosse patate, hein, j'en l'avais déjà dit plus tôt. Et là, il n'y a pas de patate. Du coup, on a toutes les raisons de penser que l'éthanol, il n'y en a plus, il a totalement réagi et il s'est totalement transformé en éthanal. Dans cet exercice numéro 13, page 181, on va étudier les premières étapes de la fabrication d'un savon. Le montage utilisé pour cette première étape, vous l'avez sous les yeux, c'est un chauffage à reflux. C'est un montage donc constitué d'un réfrigérant à boule, d'un dispositif de fixation comme d'habitude pour que tout ça puisse tenir debout, d'un ballon, d'un chauffe-ballon et d'un support élévateur qui nous permet de désolidariser les deux précédents dès que la réaction est terminée, enfin dès que le temps consacré à la réaction dans le protocole est terminé, et je vous ai précisé l'entrée d'eau et la sortie d'eau, sachant que quand elle rentre elle est froide, et quand elle ressort, elle est un petit peu plus tiède, étant donné qu'elle a été, à une paroi près,
en contact avec des vapeurs chaudes. Vapeurs chaudes qu'elle a liquéfiées pour faire retomber dans le mélange réactionnel et éviter les pertes de matière. Alors avant de donner plus de précision par rapport à ce principe-là, je voudrais juste vous rassurer un petit peu. Là, moi j'ai pris le temps de faire un joli dessin, etc. Mais si vous prenez le temps que moi j'ai pris pour faire ce truc-là, il y a peu de chances pour que vous finissiez votre épreuve du bac. Parce qu'on est gentil, mais on est en physique-chimie, on n'est pas en art plastique. Du coup, je vous ai fait une autre version pour vous dire que, en gros, il faut que ce soit soigné, bien sûr, mais si ça ressemble à ça, ça suffit largement, il y a toutes les infos ici. Tout ce qui est dispositif de fixation, etc., vous n'aurez pas de points en moins si ça apparaît pas, donc vous embêtez pas. Précisez que le ballon est à fond rond, honnêtement, c'est pas non plus contenu dans le barème. Donc là, je vous ai mis l'essentiel de ce qu'il faut mettre sur la copie, avec un minimum de soin bien sûr, mais si c'est un peu bancal, ça donne plutôt du charme. On n'est pas des machines. Les intérêts maintenant du montage à reflux. Ben déjà, tout le dispositif de chauffage, ça permet d'accélérer la transformation chimique. La température est ce qu'on appelle un facteur cinétique, on vous l'a déjà expliqué dans la vidéo précédente, plus l'agitation thermique est importante et plus les molécules ont de chances de se rencontrer, et donc plus la réaction va se faire rapidement. Quand on est en solution, il y a la concentration aussi qui est un facteur cinétique. Pensez à la boîte de nuit. L'analogie de la boîte de nuit, c'est assez parlant, je trouve. Forte concentration de gens dans un petit volume, haute température, ça favorise les rencontres. Et souvent, ça réagit. Pas sûr que la réaction soit totale, par contre. Et pas sûr que le produit qu'on obtienne soit bien pur. Enfin bref. Deuxième intérêt du montage à reflux, c'est d'éviter les pertes de matière. Grâce au réfrigérant à boules qu'on a fixé au-dessus du ballon, toutes les vapeurs de réactifs ou de produits qui voudraient s'échapper sont reliquéfiées pour retomber dans le ballon. Il faut donc un réfrigérant suffisamment efficace et suffisamment long pour que les vapeurs n'aillent pas jusqu'à la tête de colonne et avoir toutes les chances de mener la réaction jusqu'au bout. Parlons du rôle de l'éthanol maintenant. Dans le protocole, on précise bien que c'est l'oléine qui réagit avec l'hydroxyde de sodium, qu'on appelle la soude. Et dans le tableau des données, on parle beaucoup de solubilité dans l'éthanol. Donc l'éthanol n'est pas une espèce qui est mise en jeu dans le bilan de la réaction, mais comme c'est une espèce dans laquelle les deux réactifs sont solubles, contrairement à l'eau par exemple, on peut en déduire que l'éthanol est utilisé ici comme solvant. Si toutes les espèces réactives y sont solubilisées, elles peuvent se rencontrer facilement. La pierre ponce, quant à elle, elle sert juste à éviter qu'il y ait des grosses bulles. Réguler l'ébullition, c'est ça. Grâce à la surface poreuse de la pierre ponce, eh bien vous avez de fines bulles qui se forment, et ça permet donc une ébullition douce. Et ça évite que tout ça ne s'emballe. Quatrième question nous demande de représenter et de légender le schéma du montage utilisé pour la filtration, sachant que c'est une filtration sous vide. On l'avait déjà étudié dans le premier exercice, mais là je vous l'ai refait en version express, donc conditions d'examen. On peut rajouter quelques petites précisions par rapport à l'énoncé, ça fait toujours bien. C'est-à-dire que là, par rapport au schéma qu'on avait qui était plutôt générique, j'ai précisé que le résidu solide c'était du savon et que le filtrat était une solution salée, celle qu'on avait après l'étape de relargage. Alors qu'est-ce que c'est que ça, le relargage? En petit bonus, je vous ai mis le principe ici. Transvaser le mélange obtenu dans un bécher contenant de l'eau salée, ça a une utilité. On voit que le savon, c'est soluble dans l'eau. Heureusement, sinon on pourrait jamais se rincer. Si le savon est soluble dans l'eau, c'est parce que, si on observe bien la molécule, on l'avait déjà vu dans un chapitre précédent, elle a une partie polaire et une partie apolaire. Ça réveille des souvenirs, ça, hein? C'est grâce à la partie polaire qui rentre en interaction avec l'eau qui est un solvant polaire qu'on peut rincer le savon et que le savon y est soluble. Mais si on renforce la polarité de l'eau en y rajoutant des ions, en l'occurrence ici les ions du sel, Na+, Cl-, l'ion chlorure, l'ion sodium, donc ce sont des espèces chargées électriquement, et donc il va y avoir de moins en moins de compatibilité avec la partie apolaire du savon. C'est pour ça qu'en mettant notre mélange dans l'eau salée, on va y faire précipiter notre savon, donc il va se retrouver à l'état solide, alors qu'il y aurait une grande partie qui se serait solubilisée dans l'eau si ce n'était que de l'eau. Le relargage est une technique d'isolement, elle permet de bien séparer le savon du reste. Passons à l'exercice 19 maintenant, tiens. On la reconnaît cette synthèse-là. Et justement, elle nous propose de calculer un rendement. On va voir comment ils s'en sont sortis, eux. Et on va voir en intégralité la technique qui nous permet d'accéder à cette information. Pour pouvoir avoir accès au rendement, il faut d'abord calculer les quantités de matière initiale de chacun des réactifs. Ici, on a une espèce solide et une espèce liquide. On prélève 10 g d'acide salicylique et 14 ml d'anhydride éthanoïque. La quantité de matière d'acide salicylique déjà. Avec les données de l'énoncé, on sait qu'on peut la calculer en faisant la masse divisée par la masse molaire. Des grammes divisés par des grammes par mol, ça nous fait des mols. Et en faisant l'application numérique, on trouve 7,25 x 10 puissance -2 mol, avec 3 chiffres significatifs, comme dans chacune des données qui sont données.
En ce qui concerne l'anhydride éthanoïque qui est à l'état liquide, toujours la même formule, sauf qu'on ne nous donne pas d'informations sur la masse. On nous donne le volume. Mais on nous donne aussi la masse volumique. Et donc, petite analyse dimensionnelle, pour avoir une masse à partir d'une masse volumique et d'un volume, il suffit de les multiplier. On fait bien attention à ce que toutes les unités soient bien homogènes, et on obtient ce résultat, 1,49 fois 10 puissance moins 1 mol, après application numérique. Ici, si on regarde bien l'équation de réaction, on voit que les réactifs sont en proportion 1 pour 1. Il faut une molécule d'un des réactifs pour réagir avec une molécule de l'autre réactif. Et ça nous arrange, parce que pour trouver le réactif limitant ou le réactif en excès, il nous suffit de comparer les deux quantités initiales directement, sans passer par le tableau d'avancement avec les coefficients à prendre en compte, etc. Le Xmax, blablabla. Donc ici, on a plus d'anhydride éthanoïque dans le mélange réactionnel à l'état initial, donc c'est l'anhydride éthanoïque qui est en excès. Et quoi qu'il arrive, il restera de l'anhydride éthanoïque à la fin. Pour déterminer le rendement de la synthèse, on nous donne une information dans l'énoncé, c'est la masse qu'on a obtenue expérimentalement, la masse d'aspirine, qui est le produit qu'on désire. On peut très bien calculer le rendement en faisant le rapport des quantités de matière qu'on a obtenues expérimentalement comparé à la quantité de matière qu'on aurait pu obtenir théoriquement. Le nombre d'étapes de calcul est le même. Ici, j'ai choisi de calculer à partir de la quantité de matière théorique la masse théorique qu'on aurait obtenue si la réaction était totale, mais on aurait très bien pu calculer la quantité de matière expérimentale à partir de la masse donnée. L'avancement maximal, Xmax, donc dans le cas où la réaction serait totale, l'équivaut à la quantité de matière du réactif limitant, ici 7,5 fois 10 puissance moins 2 mol. Et comme le coefficient stoichiométrique de l'aspirine est aussi de 1, eh bien la quantité finale théorique maximale d'aspirine qu'on aurait pu obtenir est égale à cette valeur de Xmax, c'est-à-dire 7,25 10.2 mol. Grâce à cette valeur, on peut calculer la masse maximale d'aspirine qu'on aurait pu obtenir. Cette masse théorique est égale à la quantité de matière Xmax, donc, qu'on multiplie par la masse molaire de l'aspirine, la masse d'une mole d'aspirine, qui est donnée dans l'énoncé. Et on obtient donc 13,1 grammes. On aurait pu obtenir 13,1 grammes dans ces conditions de réaction d'aspirine. Comme on en a réellement obtenu que 6,2 grammes, on calcule le rendement, ça nous fait 6,2 divisé par 13,1, et ça nous fait 0,47, soit 47%, et on se rend compte que on n'était pas si mauvais que ça, hein. Avec nos 36%, ça allait en fait. On va commenter l'efficacité de cette synthèse. On se rend compte que c'est moyennement efficace quand même. Ça peut pas être uniquement dû aux erreurs des personnes qui manipulent. C'est aussi dû au fait que la réaction est loin d'être totale. C'est-à-dire que ça, on le verra plus tôt au programme de terminale, quel que soit le temps qu'on laisse réagir, eh bien il y aura toujours les produits qui vont aussi réagir entre eux pour redonner des réactifs. Donc comme la réaction se fait dans les deux sens, on ne peut pas obtenir la valeur théorique de la quantité de produit. Mais il y a des moyens, il y a des stratégies de synthèse qui nous permettent d'améliorer ce rendement, de déplacer l'équilibre, comme on dit, comme on le verra en terminale, et donc tout ça, on l'étudiera l'année prochaine. Après, il y a aussi d'autres raisons, les raisons dues à la manipulation vraiment, c'est-à-dire que lors de toutes les étapes d'isolement, de purification, etc., il se peut qu'on ait eu des pertes. Personne ne manipule parfaitement. Donc ça, cet œil critique, il faut savoir l'avoir quand on est face à des exercices. Dernier exercice maintenant concernant ce chapitre, l'exercice numéro 20, une synthèse où on n'utilise aucun solvant. Alors déjà, quel est l'intérêt de réaliser une synthèse sans solvant ? Eh bien, le solvant, ça s'avère souvent pratique, mais c'est pas l'espèce chimique qu'on veut obtenir à la fin, donc il va falloir l'éliminer pour isoler notre produit. L'autre raison qu'on pourrait évoquer, c'est que la plupart du temps, les solvants, ils nécessitent des précautions d'utilisation particulières parce qu'ils peuvent être toxiques, et donc on va utiliser des gants, on va utiliser du matériel, tout ça, ça a un coût en énergie et en matériel qui est non négligeable. Il faut un petit peu penser à notre planète. Question 2, on nous demande le rôle d'un solvant, puisque si d'habitude on en met des solvants, c'est pas pour rien non plus. Ça on l'avait déjà précisé avant, ça sert à solubiliser les réactifs, en une seule et même phase, et du coup, quand tout est dans une seule phase, les espèces réactives sont plus aptes à se rencontrer pour réagir. Ça permet de les mettre en contact. Alors là, pour mettre en contact les réactifs, pour faire ce mélange qu'aurait fait le solvant naturellement, nous on va réaliser un broyage, on va broyer avec un pilon et un mortier les différents réactifs. On les met ainsi en contact. Maintenant on peut se questionner sur le rôle de l'hydroxyde de sodium, parce qu'il est solide, donc c'est pas un solvant, et comme dans le protocole il est bien distingué des deux réactifs, donc ça fait pas partie des réactifs, il n'est pas consommé, il n'est pas produit, il est là quand même, on le rajoute, alors qu'il ne sert pas à solubiliser pour... ça y est,
On l'avait déjà vu dans l'épisode précédent, ça ne peut être qu'un catalyseur, c'est-à-dire une espèce qui est là pour faciliter, pour optimiser la transformation au niveau de sa vitesse de réaction. Souvent, ce sont des espèces qui viennent là juste pour décrocher un bout d'un des réactifs pour que l'autre réactif puisse s'accrocher et former de nouvelles molécules, alors que naturellement, l'autre n'aurait pas été capable de le faire tout seul. Voilà. Alors parmi les étapes, il y a aussi un lavage. On lave le solide avec de l'eau froide. Alors si on cherche dans les données l'information concernant l'eau, on nous dit que l'hydroxyde de sodium est bien soluble dans l'eau. Donc le but, en lavant à l'eau froide lorsqu'on fait la filtration sous vide avec l'entonnoir Büchner, c'est d'enlever un petit peu ce catalyseur qu'est la soude, en l'entraînant avec l'eau, car il faut se rappeler quand même que la soude c'est corrosif. Et le choix de l'eau, c'est parce qu'on n'aimerait pas que ça emporte aussi notre produit de synthèse, c'est-à-dire la chalcone. Et la chalcone n'est pas soluble dans l'eau, ça tombe bien. Ensuite, dans le protocole, on nous demande de placer le solide à l'étuve. On l'avait vu dans un des épisodes précédents, une étuve, c'est une sorte de four dans lequel il fait chaud et sec. On peut régler la température qui va donc être stabilisée par un thermostat. Ici, il faut bien faire attention de régler la température en dessous de 59 degrés Celsius parce que sinon, on fait fondre notre pauvre chalcone et ça sert plus à rien, parce que ce serait quand même dommage de la faire totalement évaporer et de devoir tout recommencer. Mais vous me direz, en même temps, si on est au-dessus de 59 degrés, c'est pas forcé qu'on soit à la température d'ébullition. Donc c'est pas forcé qu'on récupère pas juste le liquide à la fin. Eh bien, quand une espèce est à l'état liquide dans un environnement chaud et sec, il y a toujours une partie de ces molécules en surface qui se décroche et qui passe à l'état gazeux, même si on n'est pas à la température d'ébullition. C'est le principe de l'évaporation, qui est une vaporisation qui n'a pas besoin d'être à la température d'ébullition. Et c'est d'ailleurs comme ça que même si on est en dessous de 59 degrés, on peut sécher notre solide, on peut enlever les molécules d'eau qui resteraient dans le solide, même si on n'est pas à 100 degrés Celsius, qui est la température d'ébullition de l'eau. C'est ce qui se passe à la surface de la mer. À la surface de la mer, vous avez une certaine partie de l'eau qui s'évapore pour aller former les nuages, le cycle de l'eau, comme on avait vu en 5e. Une fois qu'on s'est débarrassé de l'eau qui pouvait rester dans le solide, il faut vérifier si notre solide est bien constitué uniquement de chalcone pure. Et pour ça, on peut rappeler rapidement le principe de la mesure de la température de fusion sur banc aux fleurs. On place un petit peu de notre poudre et on la déplace en la poussant un petit peu à l'aide de notre spatule. Quand on voit les premières gouttes se former, on s'arrête et à la frontière entre les gouttes de liquide et le solide, on va placer notre curseur, on va lire sur les graduations et si on tombe sur 59 degrés Celsius, c'est que c'est gagné, on a bien de la chalcone pure. Si on a une autre température, c'est qu'on a soit un mélange, soit on a synthétisé autre chose, et dans ce cas-là, il faudra recommencer. Ça, c'est la méthode classique quand on a un produit à l'état solide, mais on peut très bien, avec un produit à l'état solide, réaliser une chromatographie sur couche mince. Il suffit juste de choisir l'éluant adapté pour sa dissolution et faire en sorte donc qu'il puisse y avoir séparation et identification des espèces ou de l'espèce contenue dans notre produit. Et pour ça, il nous faut d'ailleurs aussi de cette espèce pure au laboratoire pour pouvoir comparer. Et si on a un super laboratoire, pas comme dans un lycée, on peut aussi faire une spectroscopie infrarouge. Mais je vous le rappelle, la spectroscopie infrarouge, c'est jamais très très précis non plus. Dernière question de cet exercice, maintenant, comment on pourrait purifier si jamais notre résultat à l'analyse n'est pas concluant ? En plus, ici, on nous donne des indices dans les données. On nous parle de l'éthanol comme étant un solvant qui, à chaud, solubilise la chalcone et toutes les impuretés qui pourraient y être à l'intérieur. Et on nous précise qu'à froid, les impuretés restent dans l'éthanol, alors que la chalcone n'y est plus soluble. Parfait, on va pouvoir donc faire une recristallisation avec de l'éthanol. On dissout notre solide obtenu dans un minimum d'éthanol chaud, et ensuite, on laisse sans perturber notre récipient le mélange refroidir le plus lentement possible à température ambiante. On verra donc les cristaux se reformer sans emprisonner les impuretés, et on a de grandes chances d'obtenir des cristaux brillants et purs. C'est comme ça qu'on fait une bonne recristallisation. Alors maintenant qu'on est carré sur toutes ces techniques en chimie organique, on va s'intéresser à l'autre chapitre qu'on avait vu ensemble la semaine dernière, à savoir les combustions. Alors, je vous ai ramené une petite machine à combustion pour vous illustrer le... Bon bah c'est pas grave, je vais en demander un au voisin. Ah mais non. Eh non. J'en profite pour vous le dire. Quand vous serez en classe, aucun échange de matériel n'est possible. Donc vous avez intérêt à avoir votre propre stock de feuilles, de cartouches, de blanco.
Le fameux Blanco. Bon bah... on va lancer les exos, hein. Pour commencer cette série d'exercices sur le chapitre 10 cette fois, concernant les énergies de combustion, je vais sans plus attendre répondre au défi de la semaine puisque je sens que vous brûlez d'impatience et je profite pour faire une petite dédicace à la personne qui m'aura envoyé ce jeu de mots et qui se reconnaîtra. En voici donc la résolution, je vous ai remis toutes les données de l'énoncé sur la petite ardoise, et à partir de ça, on devait se débrouiller pour déterminer la masse d'éthanol nécessaire pour chauffer de 4 degrés la pièce de mon appartement. On peut poser l'équation littérale grâce à une petite analyse dimensionnelle comme ceci. L'énergie thermique qui nous est nécessaire, et qui doit donc s'exprimer en kilojoules. Comme elle est nécessaire pour chauffer l'air, on va utiliser la capacité thermique de l'air, qu'on va multiplier par le volume en mètres cubes de la pièce, et qu'on va multiplier par la différence de température en degrés Celsius, ça nous donnera bien un résultat en kilojoules. Concernant le volume de la pièce, il suffit de prendre les 3 dimensions et de les multiplier, on obtient 45,0 mètres cubes, si on respecte les chiffres significatifs, et 4,00 degrés Celsius, si on regarde bien la question posée dans la vidéo précédente. Ce qui nous fait en mal écrit 1,26 fois 45 fois 4, ce qui nous donne, avec cette fois-ci le bon nombre de chiffres significatifs, 227 kJ. Nous, ce qu'on veut, c'est la masse d'éthanol nécessaire à cet apport d'énergie, et donc pour ça on va utiliser le pouvoir calorifique de l'éthanol, ce pouvoir calorifique étant en kilojoules par kilogramme d'éthanol brûlé. Donc en gros, 1 kg d'éthanol, ça permet d'apporter une énergie de 29 700 kJ. Alors combien de grammes d'éthanol il nous faudra pour apporter 227 kJ ? Simple produit en croix, qu'on peut matérialiser par l'expression littérale suivante. L'énergie divisée par ce pouvoir calorifique nous donne une masse en kilogrammes de 7,64 10 puissance moins 3 kg, ce qui donne 7,64 grammes. Ce qui fait pas beaucoup en fait. Bon, disons que dans les boissons que j'avais, en gros elles sont à 50 degrés, puisque c'est des liqueurs, des bonnes liqueurs. Donc 50% d'éthanol. 50% d'éthanol, 50% d'eau, donc on peut se dire qu'il en faudrait 2 fois plus, en arrondissant. Mais même, ça fait une quinzaine de grammes. Quinzaine de grammes, si je prends la masse volumique à peu près, bon ça fait quoi ? Ça fait un petit verre en fait. Donc je crois même qu'il m'en resterait pour l'apéro. Exercice suivant maintenant, on va s'entraîner sur la résolution d'équations d'oxydoréduction. Ça nous manquait. Alors ici, je vous préviens, ça va être très répétitif pour les 4 prochaines, puisque on va aussi l'utiliser dans l'exercice 18. Alors, nous avons les couples qui sont donnés. On commence par placer les espèces conjuguées du couple de manière à ce qu'on ait les réactifs à gauche. On commence par équilibrer ici les carbones, ensuite l'oxygène, puis enfin l'hydrogène. L'ion hydrogène apportant des charges, il faut rajouter les électrons. Et on se retrouve avec beaucoup trop d'électrons échangés dans la première demi-équation. C'est pour ça qu'il faut rajouter des coefficients. Le plus simple, ce serait de faire celle du haut x 4 et celle du bas x 62, mais on peut faire mieux, jusqu'à avoir un nombre entier impair. En faisant x2 et x 31, ça marche très bien. L'équation développée, ça donne ça, en rajoutant à gauche tout ce qu'on avait du côté des réactifs et à droite tout ce qu'on a du côté des produits. On peut procéder à une simplification qui nous permet d'obtenir l'équation suivante. Vous aurez le temps de faire pause et de vérifier si ça correspond bien à ce que vous avez. Pour les équations suivantes, je vous ai laissé la demi-équation électronique du dioxygène, puisque ça va être le comburant qu'on va utiliser à chaque fois. Maintenant, notre combustible, c'est le dihydrogène. On commence donc par les oxygènes qu'on équilibre avec H2O, donc en fait, il nous faut rajouter un H2O de l'autre côté. Ce qui paraît un petit peu bizarre, mais la méthode, c'est ça. Ensuite, on a un excès d'hydrogène à gauche, donc il faut rajouter des ions hydrogène à droite, les électrons qui vont avec pour assurer l'électroneutralité, le coefficient pour qu'il y ait le même nombre d'électrons échangés de chaque côté, et ça nous donne l'équation développée suivante. C'est là où on va pouvoir simplifier les H2O pour obtenir l'équation toute simple qu'on a là finalement. Alors entre parenthèses, je vous ai mis que celle-ci est considérée comme une des seules combustions qui est propre, entre guillemets, qui ne dégage pas de dioxyde de carbone, parce que vous savez, le dioxyde de carbone, c'est un peu l'ennemi public numéro 1. Alors, la vapeur d'eau, c'est aussi un gaz à effet de serre, mais disons que la concentration en CO2 devient très alarmante et surtout responsable des pluies acides, et ça a d'autres conséquences désastreuses sur l'environnement. Donc, par exemple, pour ceux que j'avais pu avoir en 4e, et pour qui la combustion du kérosène, ça avait déjà ravivé peut-être quelques petits souvenirs, parce que j'avais fait une activité là-dessus, c'était une activité avec les moteurs de fusée, vous vous en souvenez ? Et donc pour s'entraîner, on avait équilibré l'équation du kérosène, bon,
sans la méthode d'oxydoréduction, mais on y était arrivé quand même, et on avait aussi fait celle-là, et on avait vu que dans le moteur Vulcain de la fusée Ariane, on avait du dihydrogène en tant que combustible, et on était arrivé à la conclusion que c'était quand même un petit peu plus propre que les tonnes de CO2 déversées par la fusée américaine quand elle brûle son kérosène. La combustion du méthanol maintenant, toujours la même demi-équation pour le dioxygène, toujours la même technique pour le méthanol. On aboutit donc à cette demi-équation électronique. En rajoutant les coefficients, on peut faire le bilan de tout ça et arriver enfin à l'équation simplifiée avec les plus petits coefficients stoichiométriques entiers qu'on peut. Maintenant qu'on est super entraîné, on va pouvoir résoudre le petit problème de l'exercice numéro 18. On nous demande carrément le pouvoir calorifique du benzène. Alors il y a plus d'une étape, il n'y a pas que l'équation à établir, mais ça commence par l'équation à établir. Alors, on garde le même schéma, on établit la demi-équation électronique de l'oxydation du benzène, on a encore ici des coefficients plutôt sympathiques, et on obtient l'équation de réaction suivante. Alors si on avait utilisé ici la méthode exposée dans la vidéo précédente, ça aurait donné ça, une belle ribambelle de liaisons à compter, et même si c'est plutôt joli quand on met des couleurs, c'est quand même un peu fastidieux. Mais au brouillon, ça peut s'avérer pratique pour pas se planter dans le décompte des différentes liaisons. Ce décompte le voici, pour l'énergie de dissociation, on a dans les 2 molécules de benzène qui réagissent et les 15 molécules de dioxygène, 6 liaisons CC, 12 liaisons CH, 6 doubles liaisons CC et 15 doubles liaisons OO. On ajoute les énergies de toutes ces liaisons, et ça nous donne l'énergie de dissociation. Pour l'énergie de formation, même principe, sauf que cette fois on a 24 liaisons CO dans CO2 et 12 liaisons OH. Le calcul à faire pour déterminer l'énergie libérée par cette réaction, c'est l'énergie de dissociation de tous les réactifs à laquelle on retranche l'énergie de formation de tous les produits, et donc ça nous donne un résultat de moins 6,56 10 puissance 3 kJ. Le moins, ça nous prouve bien que la réaction est exothermique, c'est-à-dire qu'elle libère de l'énergie vers l'extérieur. Mais il faut faire attention. Comment ça se lit, ça ? Ça se lit que c'est l'énergie libérée par la combustion, ici, de 2 moles de benzène, comme on le voit dans l'équation bilan. Sinon, on aurait dû diviser par 2 le nombre de toutes les liaisons à briser, ou à reformer. Ce qu'on peut faire avec ça en tête, c'est tout simplement de calculer combien pèse 2 moles de benzène, grâce à la masse molaire du benzène. Donc ici, cette énergie correspond à l'énergie libérée par 156,2 grammes de benzène. Comment arriver au pouvoir calorifique, c'est-à-dire l'énergie libérée par 1 kg de benzène, simple produit en croix encore une fois, on prend l'énergie libérée par la réaction, qu'on divise par la masse de benzène, c'est-à-dire de combustible qui a été mise en jeu pour cette réaction, masse qu'on convertit en kilogrammes, pour obtenir un résultat en kilojoules par kilogramme. Comme on a plusieurs milliers de kilojoules par kilogramme, on peut exprimer ça en mégajoules par kilogramme. 42 mégajoules par kilogramme ici. La réponse à la grande question. Dernier exercice de la série maintenant, un exercice qui va faire exploser l'audimat. On va un petit peu parler de ce que tous les élèves de France et de Navarre demandent au moins une fois à leur professeur, et quand est-ce qu'on fait péter des trucs. Sauf qu'on va toujours pas réellement faire péter des trucs, de toute façon au niveau sécurité vous ferez jamais péter des trucs, mais au moins on va étudier un petit peu cette transformation. La combustion de la TNT donc. Vous en avez 2 versions, comme vous pouvez le voir dans l'énoncé. Quelle est la différence entre la réaction dont l'équation est en A et la réaction dont l'équation est en B ? Eh bien on peut voir déjà que le coefficient stoichiométrique devant les réactifs n'est pas le même, et surtout on voit que les produits sont différents. Et quand une combustion est qualifiée de complète, c'est que le combustible s'est oxydé en CO2, et pas en CO. Si c'est le monoxyde de carbone qui est formé, c'est que la combustion est incomplète. Et on voit aussi dans l'équation bilan qu'on a besoin de moins de dioxygène que pour une combustion complète. C'est ce qui nous permettra d'ailleurs de répondre à la deuxième question, qui nous demande de proposer une explication au fait que la réaction B ne se produit pratiquement pas. Eh bien, regardons le contexte. On vous dit que la TNT est très utilisée surtout pour la confection de torpilles, donc c'est surtout utilisé sous l'eau. Sous l'eau, on a une certaine quantité de dioxygène qui se dissout, d'ailleurs c'est comme ça que les animaux marins respirent, enfin les animaux aquatiques en général. Mais bien sûr, on n'en a pas autant disponible au contact de l'eau que ce qu'on en aurait disponible au contact de l'air, étant donné que l'air est composé à 20% de dioxygène, qui est bien supérieur. Donc si éventuellement l'apport en dioxygène pouvait être suffisant pour provoquer une combustion complète de la TNT à l'air libre, c'est moins facile sous l'eau. Et donc on a beaucoup plus de chances d'avoir la combustion incomplète. En proportion, d'ailleurs, il faudrait 4 fois plus de dioxygène que de TNT pour avoir la combustion complète, alors que 2 fois moins de dioxygène que de TNT pour la combustion incomplète. Ça confirme donc ce qu'on disait.
Question suivante, on va encore une fois essayer de se débrouiller avec ce qu'on nous donne dans l'énoncé. Il nous faut déterminer l'énergie libérée lors de la combustion de 2 kg de TNT et comparer avec la combustion de 2 kg de sucre. Et enfin, en 4, faire notre conclusion. Allons-y. L'expression littérale que je vous propose ici pour bien comprendre, je l'ai entourée de petites précisions quant aux unités. Une chaleur dégagée s'exprime en joules, ou en kilojoules ou en mégajoules. On a des données en mégajoules par mol, on a des masses molaires en grammes par mol, et on nous parle de 2 kg de TNT. Donc en articulant tout ça, on arrive à cette formule-ci. Et en faisant bien attention à l'homogénéité des unités, on se retrouve avec une chaleur dégagée de 29 mégajoules. En ce qui concerne le sucre, même raisonnement, sauf que le résultat, cette fois-ci, c'est 33,4 mégajoules. Alors on nous demande si c'est bien cohérent. Tel que c'est marqué là, pour une même masse, le sucre libère quand même beaucoup plus d'énergie que la TNT. Alors pourquoi on fait pas plutôt des bombes au sucre ? Eh bien parce qu'il n'y a pas que ce paramètre qui rentre en jeu lors d'une explosion. D'accord ? Toutes les combustions ne sont pas violentes, même si certaines chauffent énormément en étant très peu violentes. Alors qu'est-ce qui rend compte un peu de cette violence de réaction ? C'est surtout le laps de temps dans lequel cette énergie est libérée. Ici, c'est une question de puissance. On se souvient de la formule E est égal à P fois delta T. Si le delta T est très très court, eh bien il nous faut une grande puissance pour obtenir ce résultat en énergie. Donc une énergie libérée en très peu de temps, ça augmente les chances de détonation. En plus, si on regarde bien les produits formés, dans le cadre de la transformation incomplète, on voit aussi qu'il y a du dihydrogène qui est formé. Or, le dihydrogène, lui aussi, c'est un combustible, qui est assez violent d'ailleurs, et qui, selon les proportions, peut être détonnant. Donc bon, tous ces raisonnements, ça sort un petit peu des sentiers du programme, mais c'est quand même bon à savoir. Et je pense que là, on a fait le tour. Et voilà, vous savez tout en ce qui concerne ces chapitres. Ça conclut notre séquence sur la chimie organique, et ça conclut quasiment notre année scolaire. Alors, étant donné les incertitudes, c'est peut-être notre dernier cours ensemble via la vidéo. Je vous avoue que j'ai un petit peu du mal à voir comment on pourrait organiser une rentrée des lycéens à l'heure actuelle. Et en même temps, j'ai hâte de voir la moitié de vos visages, mais... Et d'un autre côté, j'ai l'impression que ce serait plus simple de faire le dernier chapitre sous ce format-là. Donc je sais pas s'il faut que je dise au revoir à ma chaîne, ou s'il faut que je vous dise à bientôt en présentiel. Bon, j'ai une idée. On va juste dire à plus.